Bonjour Ghislaine, Bonjour. tu travailles au SPF Économie Oui. et tu es responsable d'un projet qui s'appelle Women in Digital. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là et surtout de te parler de Women Digital, qui est une stratégie nationale pour l'inclusion des femmes dans le numérique. Je vais commencer directement par la question que j'imagine beaucoup de gens se posent. Pourquoi est-ce que l'intégration des femmes dans la tech relèverait du SPF économie et pas du SPF emploi ou de l'Institut des égalités? Alors, c'est une question qui revient souvent, effectivement, parce que quand on parle du SPF économie, on ne pense pas forcément à Women Digital, on ne voit pas forcément le lien, effectivement, mais c'est parce qu'il y a un aspect, il y a un volet économique à cette problématique que beaucoup de gens ignorent. Donc, ce que tu dis est vrai, ce sont des problématiques qui relèvent aussi des compétences de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, du SPP Intégration sociale, mais chacun pour un volet bien spécifique. Et nous, on voit cette problématique sous un prisme économique, parce qu'il y a une réalité économique derrière. Et cette réalité, c'est de savoir que les femmes représentent quand même la moitié de la population nationale, un peu plus d'ailleurs en Belgique, et qu'elles sont malgré tout sous-représentées dans les métiers du numérique. Et il y a donc un manque à gagner important pour l'économie du pays, dans son ensemble, parce que peu de femmes se dirigent dans ce secteur et travaillent dans ce secteur. Donc il y a vraiment cette importance économique et ce danger, si je puis dire ça comme ça, pour la compétitivité nationale. Donc c'est un gros... Pour la compétitivité nationale. Absolument. Ah oui. Explique. En fait, le secteur du numérique, le numérique en général, et on le voit dans nos sociétés, il y a une digitalisation croissante, transforme nos sociétés. Et en fait, avec ces transformations-là, il faut que chaque pays puisse suivre ces transformations numériques. Innover, être compétitif sur le marché, parce que c'est ceux qui ont les meilleures technologies, ceux qui ont des nouveautés qui peuvent être compétitifs. Et donc, on se prive de la moitié de nos talents parce que les femmes ne sont pas assez représentées dans ce secteur. Donc, en fait, l'impact sur l'économie n'est pas forcément direct, on ne le voit pas directement, mais il est réel. Très bien. Merci pour cet éclaircissement. Effectivement, moi, je voulais commencer par cette question parce que c'est effectivement quelque chose qui surprend et surtout, alors, tu prêches une convaincue évidemment quand tu me parles de ça, mais j'avais envie de potentiellement expliquer à ceux qui doutent pourquoi on insiste tellement sur la représentativité des femmes dans des secteurs plus traditionnellement masculins. Mais c'est ça en fait, c'est de dire la moitié de la population ne fait pas partie de ce secteur, donc il y a la moitié des talents dont on passe sous le nez en fait. Absolument. Il y a des facteurs comme l'équité, la justice sociale, et c'est aussi au cœur de nos considérations. Donc, on ne voit pas uniquement le problème c'est le prisme économique dont je te parlais, mais ça signifie qu'on participe activement à cette équité, on participe aussi à une économie plus résiliente. Donc il y a vraiment, c'est multifactoriel, et on travaille aussi en coordination avec d'autres institutions pour arriver à un même résultat, mais avec des outils différents. Sur l'une des présentations, parce que du coup moi je t'ai rencontré pendant l'une de tes présentations qui était très intéressante, moi j'aimerais qu'on se projette en 2010. Parce que 2010, non pas 2010, 2110. 2110, tu as un petit siècle de retard ou d'avance, ça dépend où on se place, mais oui, en 2110. Je vois déjà la question, j'anticipe. Donc effectivement, on se projette en 2110, dans 85 ans. Qu'est-ce qui se passe dans 85 ans? En fait, l'OCDE a fait une étude et a un peu regardé ce qui se passe dans les différents pays membres, et s'est rendu compte que dans tous les pays, les femmes étaient donc sous-représentées. Les pays dans lesquels les taux étaient les plus bas, c'est autour des 10%. Et même dans les pays qui sont plutôt bons élèves, c'est plutôt autour des 25%. D'accord. Donc on est encore loin de la parité. Et en regardant ce qui se passait dans ces pays-là, on s'est rendu compte qu'au rythme actuel, on arrivera à cette parité à laquelle on aspire dans 85 ans. C'est ça. Donc la parité dans la tech, c'est pas pour demain. À moins qu'il y ait un changement de système, à moins qu'il y ait vraiment des changements assez forts pour pouvoir un peu
faire avancer les choses, mais ce délai est très long Ouais. et on sait tous que les technologies, ça va très vite. Ouais. Ce qui était une réalité l'année dernière peut avoir complètement changé l'année suivante, donc il faut quand même pouvoir suivre et on ne peut pas se permettre d'attendre 85 ans. Women in Digital, c'est un projet belge, mais qui est lié aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Ouais. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que ça reste un choix politique? D'où vient cette initiative? Alors, il y a un contexte effectivement global, mondial, avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ces objectifs, ce sont des engagements qui sont pris par les États pour améliorer la vie de leurs citoyens. Il faut savoir qu'ils ne sont pas obligatoires. Par contre, il y a quand même une symbolique très forte, politique, parce que ce sont des engagements qui ont été pris par les pays. Oui. Et du coup, Oui. on a aussi à rendre des comptes Oui. à d'autres États, à d'autres pays. Mhm. Et donc, il y a quand même une symbolique qui est assez forte au niveau des objectifs de développement durable. Oui. Il y en a 17, et parmi ceux-là, je peux citer par exemple réduire la pauvreté, mais aussi l'éducation de qualité ou l'égalité des sexes. Et la stratégie Women Digital favorise et contribue à cette égalité en permettant aux femmes de se diriger dans un secteur porteur, donc avec une éducation qualitative, et pour à terme avoir une carrière plus intéressante, porteuse, qui peut leur ouvrir plus de portes, Oui. mais aussi pour l'égalité des sexes, parce que, comme je le disais au départ, la moitié de la population ne peut pas être mise sur le côté C'est ça. au cours de cette transformation qui est sans précédent. C'est ça. Ouais. On s'est engagé, maintenant on va mettre les choses en place pour respecter ce qu'on avait dit. Et ça, c'est plutôt au niveau mondial. Au niveau européen, par contre, il y a des lignes de conduite auxquelles tous les États membres adhèrent. Et parmi celles-là, la décennie numérique, qui est un programme sur 10 ans pour l'Europe, pour une Europe numérique. Et en 2019, il y a une déclaration qui est un instrument qui n'est pas contraignant, mais qui a été signé par la Belgique. Donc encore une fois, il y a une forte symbolique, parce qu'on prend un engagement, et dans ces engagements-là, il y avait le fait de mettre sur pied une stratégie nationale. Et c'est de cette déclaration de 2019 dont la stratégie Women Digital a découlé en 2021, et elle a été signée au Conseil des ministres. On peut voir ces déclarations et se dire que c'est un instrument qui n'a pas vraiment de valeur, mais au final, il y a quand même un engagement. Les ministres se sont mis autour de la table, ont discuté et sont arrivés à un accord. Et ça s'est traduit par cette stratégie Women Digital. Donc au final, on a des répercussions positives au niveau national, mais qui découle effectivement d'un cadre plus global, d'un contexte mondial, européen. Il y a les Nations Unies, il y a l'OCDE, il y a l'Union européenne. Quand il y a cette réflexion qui est déjà faite dans un contexte plus global, on prend ce qui s'applique à notre pays et à notre réalité, parce que chaque État membre de l'Union européenne, par exemple, met en œuvre ces stratégies de façon différenciée, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes réalités d'un pays à l'autre. 2021-2026, c'était le premier quinquennat en tout cas de cette stratégie Women in Digital. Quels étaient les axes, quelles étaient un peu les priorités, quelle était la stratégie de ces 5 dernières années? Alors en 2021, on a élaboré 5 objectifs stratégiques que je vais te citer pour te remettre un peu dans le contexte de l'époque. Donc le premier objectif étant qu'il y ait plus de femmes diplômées dans les STEM et dans la tech. Donc ça, c'était vraiment le focus de l'éducation. C'était le focus de l'éducation. Ensuite, on s'est dit, effectivement, ces femmes diplômées doivent pouvoir entrer dans le secteur et y rester. Ça, c'est le troisième objectif stratégique. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un manque de représentation. Donc, il fallait créer de nouvelles images autour de ce secteur. Et enfin, le cinquième objectif stratégique, c'est de mettre un accent particulier sur certains groupes vulnérables, certains groupes cibles qui, malheureusement, cumulent les biais et qui cumulent, en fait, les discriminations. Les discriminations. Voilà. Comme quel groupe? Alors, on sait que de manière générale, en tout cas pour l'instant dans la société dans laquelle on vit, la charge de famille retombe souvent sur les femmes. Il y a aussi des mères célibataires. Il y a des personnes qui, du coup, doivent faire ce qui aurait pu être fait à 2 ou à plusieurs, toutes seules. Et donc, ça ne permet pas d'avoir le temps. Donc, les mères célibataires, c'est un groupe cible. Les femmes qui sont porteuses d'un handicap, par exemple, on sait très bien que ça peut freiner l'accès à l'emploi, à la formation, à l'éducation. Si on n'a pas la possibilité d'avoir accès à une formation qui est adaptée à son handicap, fatalement, la porte se ferme avant d'avoir commencé.
et d'être rentrée Oui, dans oui, cette oui, formation-là. Donc, ça, c'est évident. Elle est entrouverte et puis donc, dès qu'on aperçoit la personne, on se dit ok, Exactement. non, merci. En fait, ça ne va pas être possible. Donc voilà, Mm. et ça, c'est aussi un frein. Et il y a quand même une partie de la population qui est porteuse de handicap et qui a la capacité, qui a toutes les compétences pour travailler, pour trouver sa voie dans ce domaine. Donc c'est quand même assez important aussi de penser à ces catégories-là. Je citerai aussi les femmes issues d'un milieu socio-économique plus faible, par exemple. Oui. C'est aussi un facteur. On se rend compte que la pauvreté peut fermer des portes parce qu'on n'a pas accès aux mêmes choses, on n'a pas forcément les mêmes priorités, qu'on n'a pas l'occasion de se former dans les mêmes écoles, d'avoir le même réseau. Fatalement, on n'arrive pas forcément au même résultat. Alors qu'il y a parmi toutes ces femmes, des femmes très talentueuses, à qui on ne veut plus fermer la porte, mais à qui on veut dire, voilà, qu'importe votre situation, vous avez votre place dans le secteur et vous pouvez trouver votre place. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a pensé cet objectif. C'est un axe qui est quand même très important parce que c'est un axe intersectionnel. Et donc il y a cette intersection de différents biais qui peuvent se cumuler parce que les femmes peuvent aussi cumuler différents biais. Et donc là, voilà, on disait qu'on a un problème dans telle situation. Si on a 3 biais ou 3 problèmes, non, là c'est fini. Et donc là, on perd encore des talents. Il y a une chose que j'ai trouvé super intéressante, forcément, c'est que, bon, vous êtes au SPF, vous ne faites pas le travail de façon complètement autonome, vous vous mettez d'accord et vous rencontrez d'autres organismes, des instituts, des universités, etc. Donc, il y a tout un écosystème, en fait, avec qui vous êtes en lien. Ouais. Comment est-ce que cet écosystème vous aide à construire une stratégie? C'est une très bonne question. Et lorsqu'on a élaboré la stratégie, on a pensé à cet aspect-là. On s'est dit, nous, en tant qu'SPF, et surtout SPF Économie, on est très loin de la réalité terrain. Donc, il fallait qu'on puisse mettre autour de la table différents acteurs, dont des universités, d'autres institutions, qui avaient les connaissances sur certains aspects du problème et avec qui on peut travailler. Et donc, on a créé le groupe de travail Women Digital, donc, du même nom que la stratégie, qui est un espace où on se rencontre et où on a aussi l'occasion de voir ce qui se fait ailleurs. Et donc, un peu de mutualiser les idées, de voir un peu, ok, si en région flamande un projet existe, on peut le dupliquer, on peut le répéter dans une autre région, par exemple. Et c'est un peu comme ça qu'on crée cet échange qui favorise du coup la mise en œuvre de la stratégie Women Digital. Et l'intérêt de la stratégie aussi, c'est d'avoir des objectifs communs. Donc ça matérialise les objectifs et chacun peut les appliquer à son échelle en fonction de ses compétences et de sa réalité et du public avec lequel il est en lien direct. Donc c'est via cet écosystème, via ce groupe de travail, qu'on apprend les bonnes pratiques, qu'on s'inspire les uns les autres. Et donc on arrive quand même à voir ce lien privé-public, par exemple. Il y a des représentants de l'industrie. Donc c'est très rare en fait d'avoir un espace où toutes ces institutions se parlent et en plus se comprennent et s'entendent pour travailler ensemble dans un objectif commun. Donc c'est comme ça qu'on crée ce cadre de confiance. Voilà. Le plan couvrait 2021-2026. Quel est un peu le bilan? Sur 5 ans, on peut faire des choses. Après, on ne peut pas complètement tout révolutionner non plus. Qu'est-ce qu'on a pu voir évoluer? Ce qu'on a pu voir évoluer, c'est vraiment les mentalités. Donc il y a eu une sensibilisation et une prise de conscience de cette réalité. Parce qu'en fait, même dans l'industrie, quand tout fonctionne et que tout va bien... La réalité du fait qu'il n'y a pas assez de femmes? La réalité du fait qu'il n'y a pas assez de femmes, mais que c'est un problème aussi. Parce qu'en soi, s'il n'y a pas assez de femmes et qu'on part du principe ou du postulat que c'est un choix, c'est pas un souci. Par contre, quand on se rend compte qu'il y a cette réalité économique dont on parlait tout à l'heure, tout d'un coup, voilà, ça interpelle et ça fait... on se pose des questions et on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ça et en fait, donc, le bilan le plus positif, c'est vraiment cette prise de conscience, cette volonté d'action concrète, cette volonté de se mettre en commun, de parler, de voir comment matérialiser en fait, les différents objectifs et les
les différentes manières d'améliorer la situation. Après, c'est pas quelque chose d'évident. Tu le dis toi-même, 5 ans, c'est court. Oui. Au moment de la signature de la stratégie, il y avait une vision où on se dit, voilà, on est en 2021, 2026, ça paraît loin, mais on y est. Et les 5 ans sont très vite passés. Et ici, on est dans un processus de renouvellement, justement parce qu'on s'est rendu compte que les changements de mentalité, il y a un début, mais pour que le système change, pour qu'il y ait une prise de conscience générale, globale, qui permette d'avoir des retours sur investissement, si je peux dire ça comme ça, concret, il faut du temps. Donc ici, on est reparti sur un plan de 5 ans qu'on est en train d'élaborer. Donc on est en pleine discussion au niveau politique. On a quand même un soutien qui est assez fort de notre ministre du numérique, en charge du numérique, Vanessa Matz, qui est derrière et qui nous dit allez-y, foncez. Et on a vraiment une vision qui a appris de ces 5 dernières années et qui inclut aussi les nouvelles réalités actuelles, donc les technologies de plus en plus présentes comme l'intelligence artificielle, incontournable. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en 2021, c'était pas un sujet central, c'est ça. C'est fou en fait, en 5 ans, et c'est ce que je disais au début, les évolutions, l'évolution va tellement vite, les choses d'une année à l'autre, on devrait, malheureusement c'est pas possible matériellement, chaque année s'asseoir autour de la table, repenser la stratégie. Mais on essaye justement de la penser globale, de la penser large pour permettre de la mettre en œuvre pendant plusieurs années et de voir un peu quel est le résultat. Donc on espère d'ici 2030 pouvoir s'asseoir à nouveau, faire le bilan et regarder où est-ce que nous en sommes, que faut-il, et aussi dans la nouvelle stratégie, on a une vision un peu plus concrète. Parce qu'on part de la sensibilisation, de la prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, et maintenant on se pose la question de l'action. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment peut-on faire évoluer les chiffres positivement ? Et là, c'est vraiment une coordination renforcée avec toutes ces institutions. C'est vraiment faire un suivi. Il y a aussi la question de la transparence, du rapportage des chiffres. Parce qu'on base nos actions sur des chiffres, en fait. On voit, on se rend compte que les femmes ne représentent que 20% des spécialistiques. Ce chiffre stagne depuis les 5 ans, donc pendant toute la durée des 5 ans. D'accord, c'est ça. Maintenant, tout le monde est au courant. Et aussi, il y a cette idée de se dire, ça fait 5 ans, donc c'est devenu une idée qu'on ne doit plus expliquer et justifier. En fait, si. On doit continuer à appuyer quand même la nécessité de cette stratégie, tout en pensant au concret. Et, c'est ça. Et à la collaboration. Ce n'est pas acquis en termes d'information. Ça reste, en fait, c'est un ongoing project. Ce sera un truc, à mon avis, qui devra rester. Il y a quand même quelque chose qui pose question. C'est que les femmes dans la tech, ça peut être un sujet, mais on a quand même d'autres problèmes. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. Il y a d'autres problèmes. Est-ce que vraiment c'est si important que ça ? Donc c'est vrai que c'est une question qui revient quand même assez souvent. On se demande pourquoi investir autant dans le domaine digital. Et quand on a d'autres problèmes qui... Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est la priorité alors qu'il y a un problème avec les pensions, le taux de chômage C'est ça, c'est pourquoi ça avant le reste. Certes, ces problèmes-là existent, il y a une réalité derrière, mais le Women Digital peut aussi avoir une incidence positive. Et je pense que dans ta question, c'est le ressenti des personnes peut-être qui ont ces idées-là, c'est de se dire, mais on dépense de l'argent public. Mais la réponse est très simple. Il ne faut pas le voir comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Là, c'est la casquette économique mais plutôt comme un investissement en fait, sur le long terme et un investissement qui peut aussi avoir un impact positif sur ces autres problématiques. Parce que du coup, si les postes vacants actuellement dans le secteur de la tech ne sont pas pourvus, donc, on est en train de renforcer ce problème-là. Il y a qui va payer les pensions, comment est-ce que ça va se passer au niveau de l'emploi, le taux de chômage aussi reste élevé. Donc en fait, on a tout intérêt à pourvoir ces postes avec les personnes qui ont le talent, hommes et femmes, pour ces postes-là, et qui peuvent du coup contribuer et participer à un gain collectif. Donc c'est pas simplement un investissement en se disant, voilà, les femmes, prenez... Non, c'est participer à une cohésion sociale qui du coup aura une incidence positive sur ces autres problématiques en fait. Donc,
c'est plutôt... c'est quelque chose qui alimente le reste et qui n'est pas... qu'il ne faut pas voir comme excluant le reste. Donc, ce n'est pas parce qu'on investit dans le domaine digital qu'on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres problèmes et dans lesquels on n'investit pas. Donc. Le rôle du gouvernement, c'est aussi d'avoir une vision long terme. Ouais. C'est important de colmater les problèmes actuels, mais c'est aussi de se projeter et de dire, voilà, au niveau des challenges et de nos ambitions à venir, ça, ce sont les domaines, les actions qu'on doit entreprendre ou sur lesquelles on veut agir et qui nécessitent qu'on se penche dessus. Absolument. Et en fait, c'est un incontournable. Donc, avec la réalité actuelle, au niveau économique, si on ne prend pas la peine de surinvestir parfois dans ce domaine-là, on le verra plus tard. Donc, il faut absolument régler les problèmes actuels, avec les moyens actuels, mais en ayant une vision sur l'avenir. Ouais. L'aspect sensibilisation a commencé à porter ses fruits. Quelles sont les difficultés qui se sont avérées être les plus difficiles à affronter? C'est une bonne question parce qu'en fait, la difficulté, c'est que les difficultés se trouvent à différents niveaux. Oui. Et donc, la difficulté principale que je mentionnais tout à l'heure, c'est le changement de mentalité. Mais ce n'est pas un changement de mentalité à un seul niveau, mais à tous les aspects de la carrière professionnelle et scolaire des filles et des femmes. Et donc, si on revient sur le principe du tuyau percé, du leaky pipeline en anglais, c'est vraiment avoir ce tuyau dans lequel il y a un trou et on essaie de remplir une bassine, mais il y a des trous un peu partout, donc fatalement, on ne va pas remplir la bassine-là facilement. Donc, si on estime que cette bassine, c'est cette parité dans la tech, on va avoir des difficultés. Et en fait, ces trous-là se trouvent à différents stades. Et ça commence très tôt. Donc ça commence dès l'école secondaire. Au niveau de l'orientation, on se rend compte en fait que les filles, à 12 ans, commencent un peu à délaisser des matières qui sont plus stéréotypées garçons ou qui sont vues comme des matières plus techniques et plus difficiles pour elles. Alors que dans les faits, on voit dans les études qui ont été menées que les compétences sont similaires. À 12 ans, les filles et les garçons ont les mêmes résultats. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes capacités que les garçons à ce niveau-là. Et donc, on se demande, mais qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, on commence un peu à délaisser ces matières-là? Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Les stéréotypes, ça commence très tôt. On a tous été... même avant. Même avant, clair. Exactement. On a tous été à l'école, on se rend compte qu'on commence à se mettre dans des cases parce que les éducateurs, certains enseignants ne sont pas forcément formés. Ça dépend aussi du... transmettre les biais, tout simplement. En fait, on transmet ce qu'on a et ce qu'on connaît. Donc, si il n'y a pas cette sensibilisation, cette prise de conscience, on la transmet aussi à nos étudiants. Il y a des professeurs qui peuvent passer plus de temps avec des garçons, par exemple, à résoudre des problèmes de mathématiques, en partant du principe qu'eux vont y arriver, donc autant investir plus d'énergie. C'est ça. Et donc, fatalement, on se retrouve alors avec des filles qui se disent... Moi, je choisis la facilité, c'est tout naturel. Bien sûr. Et parfois, je me pose aussi la question de me dire, est-ce que je ne suis pas aussi un produit de ça? Ça m'a permis aussi d'avoir une réflexion personnelle en me disant, pourquoi j'ai choisi les études que j'ai choisies? Et je sais qu'il y a un moment clé où je me suis dit, ça va être compliqué, c'est peut-être pas fait pour moi, alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc, peut-être qu'inconsciemment aussi, on internalise certains de ces biais-là. Et donc, ça, c'est au niveau de l'éducation. Voilà, donc on se retrouve avec moins de filles qui choisissent par exemple les sciences fortes ou maths fortes, et arrivées à la fin de leur parcours, au moment de choisir l'orientation pour leurs études universitaires, elles sont encore moins nombreuses. Donc même celles qui ont choisi maths fortes et sciences, arrivées là au moment de faire le choix, se disent « je vais quand même pas... » Voilà, c'est ça. Surtout parce que elles vont se retrouver, elles seront minoritaires en fait. Donc il y a des, bien sûr. Voilà, il faut aller quand on va en ingé et qu'on regarde sur le campus ou dans le cours. La majorité sont des garçons, ce qui n'est pas du tout un problème. Mais je pense que c'est humain aussi de vouloir être dans un endroit où on va trouver des personnes qui nous ressemblent et où on peut se comprendre. Et du coup, à ce niveau-là, il y a beaucoup de filles qui s'inscrivent. Après la première année, elles disent moi, qui décroche. Je ne re-signe pas pour revivre une année difficile, pas parce qu'elles n'y arrivent pas,
mais parce qu'elles sont aussi dans un milieu qui ne les encourage pas. C'est ça. Donc, Ils stigmatisent un petit peu. c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est encore une fuite, c'est encore un trou dans notre tuyau. Bien sûr. Le fameux qu'on est encore loin de... Mais donc, il y a cette... ça, c'est une donnée réelle. Après la première année, Ouais. il y a un gros décrochage. Il y a un gros décrochage. Et j'ai oublié de mentionner, je pense que c'est quand même important aussi, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par des universitaires qui a démontré qu'à l'âge de 14 ans, il y a aussi une grosse perte de confiance en soi. Et donc cela se Pour répercute les filles et les garçons ou... plutôt pour les filles, Ah. sur leur capacité à faire la même chose que les garçons. Ah ouais. Et donc, il y a aussi parfois, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi venir des choses qu'on a internalisées. Ouais. Et on se dit, voilà, je ne suis pas capable. Et ça a des conséquences, des répercussions jusqu'au moment des études universitaires. Et si on est face à un échec, par exemple, la première année, on a plus de mal à se dire et à avoir confiance en ses capacités, à se dire, je peux y arriver, je continue, je m'accroche. Et voilà, et certaines aussi n'ont pas forcément des difficultés, mais préfèrent quand même aller vers des filières qui, historiquement, sont vues comme plus adaptées. J'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est cette mentalité-là qui les empêche d'aller assez loin. Comme si c'était naturel. Comme si c'était un choix naturel. Ouais. Et en fait, ça continue aussi au niveau de la carrière. Donc, si tu te souviens de nos objectifs stratégiques, plus de diplômés dans les STEM, ok, on les a. Elles commencent à travailler dans la tech, c'est super, mais est-ce qu'elles y restent ? Ça aussi, c'est une grosse question. Parce que celles qui entrent dans ce milieu-là, qui est historiquement hyper masculin, elles se disent, ok, non, c'est compliqué. Le schéma se répète aussi à tous les niveaux. La première année donc, d'université ou quoi, elles se disent, ok, je teste, et en fait, elles ne persistent pas. Ouais. La deuxième, et en fait, c'est un peu une redite au niveau du travail aussi, alors. C'est ça. Ouais. Elles commencent, mais elles y restent moins longtemps. Et ça, c'est aussi des choses qui sont chiffrées. Il y a des données. Et on voit qu'elles se disent... en tout cas, à un moment donné, elles décrochent. Mais c'est aussi parce qu'il y a un problème au niveau du upskilling et du reskilling, c'est-à-dire la mise à niveau des compétences. Si les femmes qui font parfois peut-être plus de mi-temps ou moins de temps pour se former, des choses comme ça. Donc, il y a plein de facteurs qui vont influencer ce choix-là, où au final, la personne qui avait commencé à travailler dans le secteur va se dire « je n'arrive plus à suivre » ou « je ne suis plus capable » ou « ça ne me plaît pas à cause de l'environnement qui peut être quand même parfois hyper violent pour les femmes ». Ça, on a eu l'occasion d'avoir des échanges avec beaucoup de femmes dans le secteur, justement parce qu'on a été au plus près de ces femmes-là pour leur demander « mais comment ça se passe en fait ?» Nous, on fait une stratégie loin là-bas dans les bureaux. Mais vous, en tant que femme dans la tech, vous qui êtes arrivées, quels conseils pourriez-vous nous donner pour encourager les filles à suivre votre voie ? Et certaines sont là, non, qu'elles ne le fassent pas parce que ça a été tellement difficile qu'au final, même en y restant, il y a un coût et il y a un prix à payer qui parfois est quand même assez lourd. Et du coup, c'est pas étonnant qu'en fait certaines décrochent et se disent, écoutez, moi, j'ai pas envie forcément évoluer dans un milieu qui n'est pas accueillant et c'est tout à fait naturel et de se protéger et d'éviter Tu peux nous partager une des histoires dont tu te rappelles et tu te dis ah mince, ça c'est dommage. Alors, il y en a plein. Il y en a beaucoup. En 5 ans, on a rencontré énormément de femmes, mais certaines me sont quand même restées à l'esprit parce qu'elles résument à elles seules toute la problématique. Donc, il y a l'histoire classique, et ça, je peux vous trouver 10 femmes qui vont vous raconter la même histoire. C'est se retrouver dans une réunion où on est la seule femme et avoir quelqu'un qui vous demande le café ou lui apporter de l'eau. Et donc, il y a cette vision, ah oui, la femme est là, c'est pour qu'elle s'occupe de nous et que nous, on discute entre soi parce qu'on est les experts, on a les compétences. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a un impact assez fort, et la symbolique aussi, de se dire, déjà, on est peut-être l'une des seules dans la pièce, et on n'est pas vu avec... on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. Et en fait, c'est pour vous rappeler, ok, c'est bien, vous êtes dans la pièce, mais vous n'êtes pas au même niveau, allez faire le café parce que c'est ce dont vous êtes capable. Et donc, cette femme-là, est-ce que l'année d'après, on la retrouve dans la même réunion avec les mêmes personnes ? Pas forcément, et ça a un impact aussi négatif parce que du coup, celle qui pouvait éventuellement avoir une influence et apporter aussi sa contribution à une problématique donnée, on la perd en cours de route. Donc ça, c'est un souci. Une autre anecdote qui me vient à l'esprit, c'est aussi au niveau des financements.
parce qu'il faut savoir que, et c'est le nerf de la guerre, il faut financer les projets. On encourage aussi au SPF les initiatives qu'on subsidie à travers des appels à projets, par exemple. Oui. Et ce qui nous revient souvent, c'est de nous dire, mais heureusement que le service public est là, etc. Parce que dans le secteur privé, par exemple, il peut y avoir une discrimination parce que la fondatrice ou la cofondatrice est une femme. Oui. Et ça, je pense que tu viens de courant. Oui. C'est très compliqué. Et il y a une dame qui nous expliquait qu'elle a été une fois présentée à un projet. Donc, elle était cofondatrice du projet. Elle connaissait très bien, c'était son bébé. Voilà. En fait, on ne doit même pas justifier. Elle est cofondatrice. Donc, au même titre que le cofondateur, elle a toutes les compétences pour parler du projet. Et en fait, elle s'est retrouvée face à un investisseur qui ne s'adressait qu'à son collègue. Et donc, toutes les questions étaient posées à son collègue en disant... J'imagine en partant du postulat que lui avait les compétences et les réponses. Et c'est aussi quelque chose, qui peut avoir un impact négatif, mais qu'on fait tous inconsciemment. Quand on cherche une personne, même dans la rue, pour poser une question, et qu'on voit quelqu'un qui nous ressemble, entre guillemets, on y va naturellement. Mais il faut aussi se poser la question, se dire, mais tiens, il y a d'autres personnes. On peut aussi avoir une information qui vient d'une personne qui n'est pas forcément notre semblable à ce niveau-là. Est-ce que le cofondateur a remarqué ou pas ? Il a remarqué. Et c'est vraiment super parce qu'il était sensibilisé. Et en fait, il a remarqué aussi parce qu'il avait l'habitude. À un moment donné, il se rend compte que ma cofondatrice est là et certaines questions, elle pouvait mieux y répondre potentiellement. Mais on ne lui posait pas et on ne lui donnait pas l'opportunité de répondre. Et ce qu'il a fait, et ça c'est aussi super, c'est positif, donc l'histoire se termine bien, c'est de dire, mais je passe la parole à ma collègue qui a l'expertise sur cette question. Et donc il a permis de replacer l'expertise et les compétences de sa collègue au milieu du débat et au centre du débat pour dire, si vous avez des questions sur ce point-là, adressez-vous à elle. Elle est plus légitime de les répondre. Exactement. Et au final, ils ont eu le financement. Mais les études ont prouvé que quand une start-up, par exemple, est 100% féminine, ça passe pas. Ça passe moins bien. Donc, ça passe très peu. C'est ça. Elles peuvent avoir des idées innovantes, mais on les voit arriver et voilà. On regarde pas forcément le projet avec la même attention. Heureusement, il y a des personnes sensibilisées qui peuvent se retrouver face à une injustice et remarquer et du coup agir, mais aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément conscientes de ce qui se passe, qui participent à la conversation sans se rendre compte que la parole n'a pas été... Exactement. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la sensibilisation, elle continue. Elle touche aussi les hommes. C'est pas c'est pas women digital, on est entre women et on se comprend. Parce que si on prêche des convaincus, on va pas forcément avoir un impact. Il y a une chose intéressante dans ce que tu viens de dire, c'est que donc là, la personne a été sensibilisée, ou en tout cas au bout d'un certain temps s'est rendu compte qu'on ne s'adressait qu'à lui. Qu'est-ce qui freine les hommes ? Qu'est-ce qui dérange les hommes ? Qu'est-ce qui les empêche d'être complètement porteurs de ces initiatives ? Parfois, il y a une mauvaise compréhension ou une perception erronée de la stratégie notamment. Quand on fait des événements, quand on organise des événements ou des conférences, des campagnes de sensibilisation, on a des réactions souvent, on a la réaction de dire « Ah oui, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour vous ». Et on dit « Non, les hommes, vous êtes non seulement bienvenus, mais il faut que vous soyez dans ces espaces de discussion, parce qu'en fait, il ne faut pas comprendre ce qu'on ne dit pas. Donc on ne dit pas on va remplacer les hommes qui travaillent actuellement dans la tech par des femmes. On ne dit pas qu'on va créer une nouvelle inégalité, c'est pas le but. En fait, il ne faut pas se sentir en danger. Au contraire, il faut se rendre compte qu'on peut aussi en bénéficier. Donc parfois, quand j'ai un peu plus de mal à convaincre certains hommes avec qui je discute, que ce soit professionnellement ou même personnellement, parce que du coup je suis sensibilisée à la question et j'essaie de sensibiliser mon entourage, donc je fais des heures sup, c'est de leur dire, mais en fait, ok, si la question de l'inclusion des femmes n'est pas du tout votre dada et que c'est pas quelque chose qui vous préoccupe, c'est pas un souci, mais agir pour le moment digital, c'est agir pour soi. Et là, on me dit toujours, comment ça, c'est agir pour soi. Mais comme je le disais au départ, si on a une économie résiliente, si on a des innovations, si on a des produits et des services de meilleure qualité, parce que la diversité favorise en fait l'innovation, favorise une meilleure qualité de ces produits et de ces services. Et du coup,
en tant qu'homme, les hommes bénéficieront également de cette qualité accrue. Donc au final, agir pour le Women Digital, c'est agir pour soi. Donc même si c'est pas pour les femmes, fais-le au moins pour toi. Ça va te permettre aussi d'avoir un retour en fait sur cet investissement-là. J'entends que peut-être certains sont plus du style à vous dire ok oui ça c'est votre petit projet, on va vous laisser tranquille entre vous. On vous laisse vous amuser, faire voilà, ce que vous c'est voulez. ça. Voilà, ouais. Moi je voudrais savoir si tu as déjà rencontré peut-être un peu plus de l'hostilité, quoi. Explicite ou pas, hein, mais où tu sens qu'il y a quand même une résistance. Tout changement dans la société rencontre des résistants, des personnes qui ne veulent pas que ça change parce que c'est très bien comme ça et il n'y a pas de raison. Donc effectivement, l'argument économique, ça peut ouvrir les yeux à certains, l'argument du gain collectif, ça peut ouvrir les yeux à d'autres, et il y a des personnes qui disent non, tout simplement, qui ne veulent pas être convaincues. Et j'ai participé à une conférence où une personne a dit il y en aura qu'on ne convaincra jamais. Oui. Mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Voilà. Bien. Donc il faut rester dans cet état d'esprit où si on veut se battre à absolument dire non mais comprends-moi, écoute-moi, c'est pour ton bien, ça va pas marcher. Ouais. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit. Il y a une petite fraction parce que je pense que c'est aussi une question d'ignorance ou de manque d'information. Donc c'est pas... Parfois, l'hostilité, elle n'est pas forcément intrinsèque à la personne. Elle ne se dit pas non, moi je veux absolument... Non, c'est parce que certaines personnes n'ont pas toutes les informations. Il n'y a pas une peur de perdre sa place, hein, parce que moi je travaille. Et j'ai pas envie qu'une femme vienne... J'ai pas envie, mais bien sûr qu'elle vienne prendre ma place, quoi. En fait... Ou que ça devienne une nouvelle concurrente. Si on a peur de la concurrence, ça veut dire qu'il faut peut-être aussi revoir ses compétences, parce que on se dit, tiens, elle va arriver, elle sera meilleure que moi, donc... Il faut aussi, oui. Peut-être que je sais que je ne suis pas très compétent. Mais oui, mais dans ce cas-là, attention, parce qu'il y a de plus en plus de talents et parmi eux, des femmes qui vont arriver sur le marché. Mais c'est vrai que cette peur peut être légitime. Parfois, surtout si à un niveau individuel, on est très bien et qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un souci. Par contre, ce que je dis, c'est que pour l'instant, il y a une pénurie. Donc il manque des femmes, mais il manque aussi des hommes. Une pénurie de talent en fait, tout simplement. Une pénurie de talent, une pénurie de spécialistiques. Oui. Donc même pour pouvoir garder ce job-là, il a intérêt à ce que plus d'hommes et de femmes entrent dans ce secteur-là. Donc il va quand même en bénéficier et la concurrence, elle est pas vraiment là parce que les postes sont là, ils sont à pourvoir, donc ils sont vides et à un moment donné. Mais voilà, faut pas avoir peur. Personne n'est là pour voler la place de personne, mais... Calmez-vous, ça va aller. Ça va bien se passer. Ça va très bien. La transition va très bien se passer, il n'y a aucun souci. Il y a toujours des personnes qui sont un peu plus résistantes. Oui. C'est pas un souci. Nous, on continue le projet avec la même motivation, la même conviction, parce que je pense aussi qu'on est convaincu et qu'on sait que les résultats seront positifs, ça ne nous arrête pas. Qu'on va vers du mieux. Hein. Absolument, ouais. Du coup, on a parlé du Leaky Pipeline. Donc, à différents stades de la vie éducative, professionnelle, les femmes, on les perd. Voilà, il y a une déperdition. Il y a une déperdition des talents alors qu'on est en pénurie de talents. Ouais. Quelle est la fuite la plus difficile à colmater ? Comme je l'expliquais, elles sont toutes importantes et on doit vraiment se concentrer sur chacune en même temps. Parce que quand on colmate une fuite avant et pas après, fatalement, ça reste difficile. Mais la fuite qui me semble quand même pour l'instant la plus difficile, c'est celle au niveau des positions de leadership dans les postes à responsabilité. Pourquoi ? Parce que c'est là où les décisions se prennent. Et c'est là où les femmes sont encore moins représentées. Il y a très peu de femmes qui sont dans ce qu'on appelle les C positions, donc CEO, CFO, etc. Et donc, ces endroits dans lesquels, dans les entreprises, on décide des stratégies, de la vision, ces endroits dans lesquels on pense justement aux valeurs de la société, ne sont pas du tout accessibles. Enfin, pas du tout, mais sont très peu accessibles aux femmes. Donc, même celles qui s'accrochent, qui arrivent à avoir une carrière et qui, à compétences égales, pourraient y arriver, se retrouvent exclues et la porte se ferme derrière elles. Donc, comme c'est tout en haut, entre guillemets, de la pyramide que se prennent les décisions, fatalement, il y a des retombées aussi sur les autres fuites dont on parlait. Donc, il
faut quand même qu'on ait une prise de conscience à ce niveau-là. Au plus on monte, au moins il y a de femmes. Hein. Exactement. Donc il y a deux graphiques comme ça qui s'inversent en fait. Tu montes, mais tu descends. Ouais. Et c'est pas logique. En faisant un petit peu l'avocat du diable, il y a des gens qui peuvent se dire, oui, mais bon, si elles n'arrivent pas aux positions de leadership, c'est juste parce qu'elles ne le cherchent pas. On peut dire ça, mais c'est faux. On a des personnes qui sont penchées sur la question, parce qu'effectivement, si c'est le cas, pourquoi en faire un problème si ça n'en est pas un? Mais c'est faux en fait, on s'est rendu compte que aussi certaines femmes, parce qu'il y a des entreprises où il y a des endroits où on va vous dire oui mais on ne les trouve pas, mais c'est la façon de les chercher aussi qui est problématique. C'est la façon dont on présente ces postes-là. Si c'est des postes qui sont présentés comme compétitifs, il faut avoir de la poigne. Donc on alimente ces stéréotypes qui sont typiquement masculins en disant c'est ce type d'individu dont on a besoin pour ce poste-là. Fatalement, même ces femmes-là peuvent ne pas se projeter, mais même lorsqu'elles postulent, il y a beaucoup aussi d'entre-soi, le réseau, les personnes se connaissent et la cooptation se fait avec des personnes qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà travaillé, encore une fois qui nous ressemblent, et donc ça se fait un peu naturellement comme ça, et quand on combine ces facteurs-là, oui, bah, du coup, les femmes n'y sont pas. Moi, il y a une réflexion que je me fais de plus en plus. Cette image qu'on a de leadership fort va être connotée masculin. Absolument. Ça va être effectivement de l'assertivité, ça va être la prise de décision rapide, ça va être l'action, pas forcément la collaboration. On se rend compte avec le temps aussi que ce sont pas forcément des approches qui sont très productives ou pas aussi peuvent être un peu efficace. toxiques aussi, quoi. Absolument. En fait, cette approche-là peut être efficace à un moment donné pour une action donnée, mais quoi qu'il arrive, le fait d'avoir une multiplicité de perspectives, c'est un plus. Parce que du coup, si on se retrouve autour de la table avec une personne qui a du coup cette assertivité, c'est super. Mais il y a aussi un pendant plus tempéré qui peut aussi permettre de rééquilibrer cette vision-là. Et c'est pas pour dire que les femmes, du coup, vont être ce pendant-là, mais c'est plutôt pour dire, dès qu'on a une diversité de points de vue, quand on a une diversité de prise de position, ça permet de trouver un équilibre. Et plutôt que de faire pencher la balance dans un sens, plutôt que dans l'autre, et d'être dans des extrêmes, en fait. Donc, la vision des qualités requises reste très masculine, mais l'apport des qualités qui sont vues, encore une fois, de façon, si on grossit le trait, typiquement comme féminine, bénéficie aussi aux prises de décision et aux résultats. Donc les résultats peuvent être beaucoup plus positifs, enfin peuvent être plus positifs sans forcément être dans cette vision, il faut qu'on soit agressif, assertif. Non, absolument pas. La collaboration vraiment permet d'arriver systématiquement à un résultat. Absolument. On confond le fait de... Donc ce côté assertif, prendre de la place, parler fort, être décisif, ça impressionne, ça renvoie de la confiance en soi, sauf que la confiance en soi et la compétence ne sont pas liées. C'est ça. Et donc... Parfois, c'est celui qui parle le plus fort, c'est comme le plus, mais pas forcément qui dit les choses les plus pertinentes. C'est quelque chose qui doit être en nous, d'avoir envie, d'être guidé, de vouloir suivre quelqu'un qui a de la présence et du charisme en quelque sorte. On passe à côté de beaucoup de personnes de ce fait-là. C'est ça. Et il faut aussi qu'on challenge nos propres idées de ce qu'est un leader. Et est-ce que si la personne m'impressionne, c'est pour autant qu'elle va me guider vers un objectif dont je vais bénéficier moi. Oui, tout à fait. Peut-être que la personne vous lead vers un objectif dont elle bénéficie. Donc il y a aussi ce moment où on doit se poser vraiment la question et se dire ok, mais en fait... il y a peut-être moyen de faire autrement et de faire tout aussi bien. C'est vraiment ça. Ghislaine, pour clôturer, que dirais-tu à une jeune fille qui est douée en maths, en sciences, qui aimerait s'orienter vers une filière du coup plutôt technique, scientifique, et à qui son professeur dit « Écoute, ça va être trop difficile. » Peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire.
Ce que je dirais, c'est qu'elle a déjà tout ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas se laisser forcément influencer. C'est difficile, hein, surtout à cet âge-là, à 16 ans, c'est quand même un âge charnière où on pense au futur, aux études, etc. Oui. Il ne faut pas se laisser influencer par le prisme par lequel on est vu par d'autres. Il faut vraiment travailler cette confiance et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est aussi pour ça que le réseau est important. Il y a des communautés, il y a d'autres femmes qui sont passées par là, il y a d'autres filles qui sont passées par là avant toi. Oui. Donc n'hésite pas à te renseigner, à regarder autour de toi pour un peu sortir de la perspective de ce professeur qui peut être limité et qui peut-être répète simplement les biais et ce que lui connaît. Tu as les compétences, tu peux y arriver et n'hésite pas à approcher d'autres qui sont passés par là et qui pourront te guider vers le chemin de la réussite. Donc ça serait mon message à une jeune fille de cet âge-là. Si elle nous écoute, courage, ça va le faire. Ouais. Imaginons un chef d'entreprise ou un chef d'équipe ou une chef d'équipe qui se dit tiens, ok, ça me semble pertinent ce dont on a parlé. Super, déjà c'est que on est arrivé à quelque chose, ouais. Et qui se dit qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour contribuer. Alors déjà, ça c'est super. Donc si on arrive petit à petit comme ça à convaincre les entreprises une par une, les secteurs, c'est que le but de la stratégie et notre travail porte des fruits. Ouais. Ce que je dirais à ce chef d'entreprise-là, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà pris une décision qui est de prendre en compte cette réalité-là dans votre entreprise. Oui. Et vous allez aussi avoir un retour sur investissement super intéressant. Parce que, quel que soit le produit ou le service que vous proposez, vous allez vous rendre compte qu'à terme, ça va mieux marcher. Ouais. Donc, continuez parce que il y aura du bénéfice, il y aura... et je ne parle pas en termes de chiffres, mais même humain, vous allez améliorer le bien-être de vos employés. Si vous revoyez un peu la façon dont l'entreprise fonctionne et que vous l'adaptez à tous vos employés, vous allez voir que fatalement, ça va se répercuter sur le travail, sur leur bien-être. Les gens se sentent donc, mieux. Hein. Les gens se sentent mieux, les gens se sentent beaucoup mieux, les choses se passent mieux et on arrive à faire plus. Oui. Donc, c'est tout bénef en fait. Ouais. Voilà, et aussi, et ça c'est un message important parce que lorsqu'on discutait, tu disais, tiens, il peut y avoir des réticences en disant, mais pourquoi l'argent public est investi ? On est là. Donc on a un service public et on est accessible, on est ouvert et les personnes ne doivent pas hésiter à venir vers nous et à nous poser des questions. On est là pour les aiguiller, éventuellement les mettre en contact avec quelqu'un qui peut les accompagner dans cette transformation. Ouais. Donc voilà, on est au service du citoyen, ça c'est une des valeurs du SPF, c'est au service de tous. Donc on est là. Le mot pour clôturer, donc, ce serait de savoir peut-être à quand la prochaine stratégie et si les gens veulent en savoir plus, vers quoi tu les rediriges ? Alors, prochaine stratégie, c'est courant 2026. Okay. Comme je le disais, on est en pleine discussion politique, donc là, c'est un peu touchy, mais il y a cette réflexion sur le bon moment. Ouais. La stratégie actuelle prend fin en juin, donc ça sera probablement après juin, deuxième semestre 2026. Okay. Je vous invite à consulter notre site internet qui s'appelle Be Digital Together. Donc, Be Digital Together. C'est ça. Et sur lequel on publie toutes les informations de nos actions, mais aussi des initiatives de nos membres. Oui. C'est aussi une source de données d'infos. Et d'infos sur le Women Digital qui est super intéressante et qui ne se limite pas à nos actions, mais qui reprend aussi des réalités européennes qu'on alimente assez souvent. J'espère pouvoir revenir peut-être annoncer la nouvelle stratégie, le plan Women Digital. Et je conclurai en disant aussi, et ça c'est, je pense que ça résume un peu toute la discussion qu'on a eue, que pour toutes celles qui nous écoutent, pour tous ceux qui nous écoutent, face aux compétences et aux talents, l'ignorance ne peut que céder. Donc gardez ça à l'esprit, continuez à se renseigner, continuez à se challenger et à terme je suis sûre qu'on aura quand même des résultats très positifs. Donc voilà. On y croit. On se bat pour ça. Yes. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci à toi. C'était un plaisir. Mais oui, partagez. Et donc, stay tuned pour l'update de la stratégie qui arrive au prochain semestre. Absolument. Super. Merci beaucoup. Merci. Salut.